Au terme de ces considérations d'itinéraire, j'en viens à l'objet même de ce cours, autrement dit, à une certaine société traditionnelle et rurale, depuis la fin du Moyen-Âge jusqu'au début du XVIIIe siècle. Le fait est que celle-ci constitue, à beaucoup d'égards, un objet, dont les dimensions chiffrées, en débit de vastes fluctuations, tendent toujours à revenir vers le strict plafond d'une constance. Je ne prétends certes pas que la France des années 1300 ou 1700, dans les limites du quasi-hexagone de l'époque de Vauban, forme une unité organique. Cette France-là, d'avant la francisation, n'est qu'une fenêtre ouverte sur le monde grâce à laquelle il nous est possible de découper un important échantillon d'humanité. Elle contenait 19 à 20 millions d'habitants, que nous qualifierons par commodité de Français lors des dénombrements de Vauban, disons vers 1700. Or, il se trouve que les très nombreuses études nationales et régionales qui gravitent autour de l'état des feux de 1328, confirmées par de multiples monographies provinciales, indiquent ceci. Le même pays, dans les mêmes frontières qui, non existantes encore en 1320, ne constituent pour nous qu'un découpage de commodité, avait au bas mot 17 millions d'âmes vers 1300-1340. Au total, en 4 siècles, de 1300-1340 à 1700-1720, la hausse égale seulement 2 millions de personnes. Qui dit moins? On n'aura jamais été si proche, sauf peut-être pendant les années qui, pour la France, courent de 1865 à 1945, de cette croissance démographique zéro que prêchent désespérément les spécialistes des populations, sans pour autant parvenir à la faire mettre en œuvre. Il est vrai que les moyens qui, du reste, n'étaient point délibérés, qu'employait le système français classique pour parvenir ainsi à son autostabilisation, n'ont rien de bien séduisant pour notre époque. Je pense par exemple aux épidémies. Elles faisaient effectivement partie d'un écosystème qui regroupe l'homme avec son environnement biologique, bacillaire et prédateur. Le modèle que j'évoque ici, en quelque sorte, est donc éco-démographique et factuel. Il ne se veut ni normatif ni attractif. L'autre série de découvertes qu'effectua récemment l'École historique française concerne la stabilité des techniques rurales et des rendements céréaliers entre la première évolution agricole, celle du Moyen-Âge, 11e, 13e siècle, et la seconde, tardive, qui prendra place au 19e siècle. Sans nous prononcer pour le moment sur le cas un peu ambigu du 18e siècle, constatons en tout cas que la production des subsistances opère grosso modo selon des normes stables, entre 1300 et 1720 également. Ainsi se révèle un extraordinaire équilibre écologique. Il n'excluait pas, en son temps c'est vrai, tout comme dans le cas de la démographie animale, des bouleversements et des fluctuations négatives, éventuellement monstrueuses, mais toujours momentanées. Cet équilibre général, aussi susceptible de sautes d'humeur et d'ajustements que l'est celui des économistes, peut se ramener à l'esquisse d'un tableau champêtre. Dans les limites du cercle vert des forêts épargnées qu'avaient élargi les grands défrichements des 11e, 13e siècles, un peuple de paysans pendant 12 à 13 générations de 1300, 1700, 1720 s'active et se reproduit en fonction d'une enveloppe de possibilités numériques dont les contraintes sont inexorables. Ces contraintes, du reste, pourront s'atténuer par la suite, après 1720. Elles ne s'évanouiront quand même pas de sitôt, puisqu'en 1914 encore, à la veille du conflit, la population active de l'agriculture française demeurera très proche de ces maxima de 1850. Pour m'en tenir à la période cruciale, 1320-1720, la quasi-stabilité, dans le long terme, des paramètres démographiques et céréaliers nous fournit l'occasion d'un dialogue avec les tenants à tout prix d'une conceptualisation préalable. Les chiffres ici ne sont pas les serviteurs bougons du concept, lequel serait tout près du reste à les congédier dès lors qu'ils résistent à ces injonctions. Bien au contraire. C'est la problématique qui jaillit de l'évidence même du nombre. Elle ramène tout droit aux vieilles notions qui nous parlaient des virtualités d'un état quasi stationnaire. Cette société écologiquement stable
et démographiquement quasi stable, ne l'avait pas toujours été au même degré, du moins pendant une phase antérieure. Du XIe au XIIIe siècle, elle avait connu l'expansion vraie et de longs souffles, élargissant les clairières, gonflant les noyaux humains. L'expansion ainsi mise en cause s'était produite dans un monde de pouvoir décentralisé, parcellairement manœuvré par les seigneurs féodaux. En fin de compte, ce vieux monde-là s'était avéré très favorable au développement réellement prodigieux d'une société. Prodigieux en tout cas quand on le compare aux stagnations longues des 4 gros siècles d'après 1300. Du XIe au XIIIe siècle, ce qui avait été bon pour la féodalité avait été bon aussi pour l'Europe occidentale dans son ensemble, et plus particulièrement pour les populations de ce futur hexagone qui nous servira de champ d'expérience. C'est seulement après 1300 que la formation de grands États nationaux, engagés bien entendu depuis belle lurette, va finir par créer des risques de guerre mondiale qui se révéleront comme l'un des freins les plus efficaces à l'expansion. Elles contribueront, parmi bien d'autres facteurs, à casser la croissance ci-devant gothique et médiévale. Après 1300, en effet, et jusque vers 1720, disons de Philippe le Bel au système de Lawes, d'une mauvaise inflation jusqu'à une bonne, les temps du développement frais joyeux sont bien révolus. La société qui, auparavant, avait connu la reproduction élargie, et disons plus généralement tout l'écosystème, nature plus agriculture, faune animale et flore bacillaire plus espèce humaine, s'avère désormais capable, dans les limites de notre échantillon géographique et quant au point de vue des humains, de sécréter certains mécanismes d'arrêt ou de relance. Ceux-ci bloqueront l'essor et gripperont la crue. Ou bien ils ramèneront la masse humaine globale, périodiquement et non sans à-coups, jusqu'à sa position haute d'équilibre. Cette normalisation met d'abord en cause des forces de freinage exogènes. Cette exogenèse ne vaut du reste qu'en première analyse, car il serait facile de montrer que ce qui est exogène quant à l'Europe est endogène quant à l'Eurasie. Endogène aussi, un peu plus tard, à partir du XVIe siècle, quant au monde atlantique pris dans son ensemble. Quoi qu'il en soit, à force d'accroître graduellement, depuis le XIe siècle, ses dimensions démographiques, ses échanges, ses contacts commerciaux, coloniaux, religieux, militaires, la nébuleuse occidentale en état d'essor a fini par rencontrer, ou par coudoyer, fût-ce de loin, d'autres nébuleuses. Également massives, voire expansives. Nébuleuse chinoise à partir du XIIIe siècle, nébuleuse amérindienne à partir du long XVIe siècle. Pour m'en tenir au premier de ces deux cas, les zones maudites de l'Asie centrale, grouillantes de rats et de puces pesteuses, sont traversées dès le début du XIVe siècle par les caravanes de la soie et par les armées mongoles à long rayon d'action, dont les trajectoires se donnent libre cours grâce à la pacification politique et commerciale du cœur des vieux continents, réalisée sans ménagement par les Gengis Khanides. Stimulé du même coup par les pérégrinations accrues des porteurs de germes, un marché commun des bacilles et des virus peut donc se créer à l'échelle de l'Eurasie, puis des Atlantiques, européens et américains. Ce marché-là n'a pas cessé jusqu'à nos jours de fonctionner à l'insatisfaction générale. De quoi rendre possible, à une échelle jamais connue avant 1300, les courts-circuits microbiens. Parmi eux, figure en première place la peste noire de 1348, dont les séquelles ne cesseront de hanter la douce France jusqu'à l'ultime peste marseillaise de 1720. Figure aussi, au-delà de 1492 ou de 1532, l'immense génocide amérindien, bien pire que nos pestes d'Occident. Il est provoqué par les infections que propagent, on n'ose pas dire en toute innocence, les conquérants venus de Castille. Il s'accompagne aussi de contre-coups dommageables pour la démographie de notre Europe, je pense à la syphilis. Mais ce n'est là qu'un prêté pour un rendu, et sans commune mesure avec le génocide des Nouveaux Mondes qui fut exporté, lui, depuis les pays latins jusqu'au Mexique et jusqu'au Pérou. Dans les deux cas,
Au XIVe siècle, comme au XVIe siècle, des agents de pollution internationale sont mis en route. Ils sont catalogués, précis, responsables. On me permettra, dans la perspective d'une histoire plus événementielle, de signaler, au passage, la fonction meurtrière des Génois, 2 fois coupables. Primo, en raison du rôle de leader qu'ils assumaient parmi les caravanes asiatiques de la soie, celles-ci branchées sur le comptoir de Caffa, d'où devait partir la peste vers l'Occident. Secundo, en raison de la présence d'un des plus distingués de leurs concitoyens, Christophe Colomb, à la tête de la première conquista. À grande ville, à grand port, grande pandémie. L'unification microbienne du monde, ainsi réalisée, non sans dégâts, entre 1300 et 1650, est l'un des plus puissants facteurs de stabilisation de notre écosystème, tel qu'elle s'enregistre à peu près entre ces 2 dates. Mais cette stabilisation s'opère, bien sûr, à travers des oscillations du positif au négatif et vice-versa, qui sont d'abord géantes, je pense au XIVe et XVe siècle, puis graduellement amorties. La France, dans le cadre conventionnel de l'Hexagone, a, au bas mot, 17 millions d'habitants vers 1320. Elle n'en a plus, si je puis dire, que moins de 9 millions vers 1440. Mais dès 1550 et jusque vers 1715, le chiffre bas médiéval de 17 millions est retrouvé, amélioré même puisque, selon les époques, des vaches maigres aux vaches grasses et réciproquement, l'Hexagone hésitera pendant le très long XVIIe siècle entre 19 et 20 millions d'êtres humains, autour de ces 2 chiffres. Pourtant, l'unification microbienne n'est pas seule en cause en tant qu'élément limitatif. Un second et formidable facteur de blocage, que nous verrons à l'œuvre du XIVe au tout premier XVIIIe siècle, c'est la guerre. Et en fin de compte, par-deçà la guerre, l'État moderne ou prétendu moderne. Plus largement, je mets en cause le système interétatique, international, puisque aussi bien il forme la toile de fond sur laquelle s'individualisent les phases de bellicosité pour tout l'Occident. Dans l'époque antérieure, en effet, 11e, 13e siècle, quand les conflits guerriers tranchaient simplement sur la robe sans couture de la féodalité du bon vieux temps, tricotée à petite maille, ils avaient toute chance de rester locaux. Ils n'endommageaient qu'une région très limitée du tissu, et celui-ci parvenait assez vite, dans de telles conditions, à cicatriser ses blessures. Mais, avec la maturation des grands royaumes, la situation change du tout au tout. Les gros États sont poussés par une logique interne. Ils sont menés par des individus qui sont statistiquement à courte vue, munis de dents longues et d'idées courtes. Ils s'engagent dans des guerres d'envergure internationale qu'ils s'avèrent incapables de terminer et qui peuvent durer 30 ans, 100 ans, etc. Ces guerres-là ne sont pas nécessairement très meurtrières par elles-mêmes. Leur pouvoir de tuer, après tout, émanait d'une armée dont l'effectif permanent, au cours d'une longue période, ne devait pas dépasser 10 000 personnes, mais 500 000 quand même sous le vieux Louis XIV. Ce pouvoir de tuer directement n'était donc pas en soi très destructif. Mais les petites troupes de trognes armés agissaient davantage par le retombée indirecte. Les guerres, en effet, disséminaient les épidémies que véhiculaient les poux typhiques et les puces pesteuses, dont étaient porteurs les militaires, les réfugiés, les vagabonds et les mendiants, si nombreux dans les temps de conflit. Une seule et mince armée de 8000 hommes, au cours d'une randonnée concoctée par Richelieu, traverse la France d'un bout à l'autre depuis La Rochelle jusqu'à Montferrat. Hors du seul fait des pandémies qu'elle propage, cette minuscule armée, à partir de 1627-1628, cause la mort pesteuse de plus d'1 million de personnes qui ne se doutaient sans doute point que c'était là le prix à payer pour la réduction des protestants à l'obéissance imposée par la politique du cardinal. Et puis, la guerre a d'autres effets. Par la réquisition des bœufs et chevaux, par le pillage,
par la destruction des moulins et des fermes, par l'incendie des granges pleines de grains. Elle peut désintégrer le capital agricole. S'y joignent souvent les mortalités de toute espèce et les paniques inopportunes qui, au moment des indispensables travaux champêtres, semailles, labours, moissons, refoulent la main-d'œuvre épouvantée derrière les murs des villes closes. Dès lors, la classe des laboureurs, saignée et ruinée, s'en trouve quelquefois détruite et découlakisée avant la lettre. Voilà qui suffit, dans certaines conditions, à rendre impossible la reproduction simple de l'économie et de l'écodémographie d'un ancien régime. Des phénomènes de ce genre sont intervenus en Normandie, vers 1430. Ils ont contribué, du même coup, à réduire le peuplement de cette province aux 28% de son niveau d'avant les guerres de 100 ans. Guibois parle sur ce point, à juste titre, d'un modèle Hiroshima. À elle seule donc, pendant l'époque de Jeanne d'Arc, la guerre, la peste, les épidémies et les famines ont beaucoup plus agi qu'une pure et simple récession percée de l'économie, dont nous risquerions de surestimer les effets si nous faisions preuve d'un économisme périmé. À elles toutes, ces 4 cavalières de l'Apocalypse produisent le prodigieux et momentané dépeuplement de la France au XVe siècle. Ou bien, pour être plus précis, disons que la récession bas médiévale de l'économie a été prise dans un jeu de facteurs et de variables où elle était à la fois déterminante et déterminée, mais somme toute plus déterminée que déterminante. Dans la période qui suit la grande renaissance ou reconstruction de notre peuplement, 1440-1560, et qui va de 1560 à 1715, la guerre, avec ses disettes et pestilences, est une fois de plus l'une des grandes régulatrices des populations. Elle fait plafonner, voire décliner brièvement jusqu'à la suivante récupération, notre système d'écodémographie. Il suffit pour s'en convaincre de se reporter à l'étude globale du produit des dîmes que je dois à l'amitié de Joseph Goix. 3 grandes périodes de freinage, accompagnées bien sûr d'épouvantables souffrances, s'y font jour, en date ronde, sur nos gerbes de courbes, guerre de religion, 1560-1595, guerre de 30 ans et fronde, 1635-1653, guerre de la fin du règne de Louis XIV, 1690-1715. Mettre en cause la guerre en tant que Malthusian-Tchèque, c'est bien entendu mettre en cause l'armée permanente, cette matrice des bureaucraties à venir. Par-delà celle-ci, notre démarche revient aussi à inculper l'État moderne, monarchique, soi-disant absolutiste, mais très certainement administratif, répressif et distributeur des offices. Il achève de se mettre en place du XIVe au XVIIe siècle et il domine tout le paysage, un peu trop même, si l'on se fie sur ce point aux descriptions politico-centriques de l'historiographie de jadis. Or, l'ambiguïté de cet État monarchique est totale, vis-à-vis de l'écodémographie qui forme ici notre objet. Dans une optique weberienne, l'État mis en cause apparaît d'abord comme modernisateur. Du fait de ce que Pierre Chaunu n'a pas craint d'appeler sa technostructure, il est susceptible de stimuler certains développements quant à l'économie, quant à la culture, quant à la société. Mais du XIVe au XVIIe siècle, cette fonction de croissance est souvent éclipsée par l'effet de stabilisation. Relisons le dernier livre de Pierre Goubert sur l'Ancien Régime, paru en 1973. On y verra que l'État monarchique est, pour une très grosse part, institution militaire, elle-même impliquée dans le système européen des États. Elle dévore plus de la moitié de son propre budget au profit d'une armée qui devient par bien des manières le tombeau de la nation. Beaucoup plus que ne le sera jamais la cour de Versailles. L'État et l'armée comptent ainsi de 1315 à 1715 au nombre de principaux régulateurs d'une écodémographie qui les engendre et qu'ils dévorent,
Il ne s'agit pas ici d'adopter le point de vue panglossien, selon lequel, tout étant pour le mieux et les melons étant pourvus de tranches afin d'être mangés en famille, la société d'Occident se devait de s'équiper d'États Molochs, destinés à se déchirer à belles dents les uns les autres et chargés d'organiser tous les 30 ans l'Holocauste, afin de parvenir ensemble à un heureux plafonnement des populations et afin de faire goûter aux braves gens les bienfaits de l'équilibre. Ce point de vue finaliste et polémologique, que je n'ai dressé ici que comme un fantôme à abattre, me reste étranger. J'ai simplement voulu souligner que l'équilibre long, qui me paraît caractériser mon objet d'étude, n'est pleinement atteint que dans la tragédie, c'est-à-dire, hier plus encore qu'aujourd'hui, dans la politique et donc dans la guerre. Après tout, dans le monde animal aussi, l'écosystème implique le prédateur. Les guerres dans la France classique sont prédatrices par la mort, mais elles le sont aussi indirectement par l'impôt, fauteur de crise et de misère. Voyez les malheurs de la fin du règne de Louis XIV. En fait, l'État n'assumera pleinement ses fonctions modernes, économiquement expansives et bénéfiques, qu'après un retournement que, faute d'un meilleur terme, je qualifierais de dialectique. Après 1715, quand viendra l'époque de la guerre en dentelle, des intendants éclairés et des bureaucrates statisticiens. Le temps des Lumières, quant à notre essor démographique du XVIIIe siècle, sera aussi le temps des cerises. La Révolution française de 1789, pour l'édification permanente des générations à venir, se chargera du reste de donner l'ultime impulsion en ce sens-là. Une impulsion qui, avec les guerres de 1792-1815, se changera quelquefois momentanément en son contraire. Ces réflexions sur l'État nous amènent à souligner ce qu'on pourrait appeler l'un des paradoxes de la modernisation. L'État, la guerre et l'armée, avec leur essaim de fléaux, mènent à plusieurs reprises la nation au bord du gouffre, au nom d'une démarche qui, dans un régime d'affreuse régulation malthusienne, évite, il est vrai, au bon peuple les affres d'une expansion irréfléchie des effectifs. Mais cette politique au seuil de l'abîme vaut aussi pour les innovations majeures du XVIe siècle. Faut-il, en effet, rappeler que la masse des Français, si j'en accepte une petite élite, subsiste du XIVe au XVIIe siècle et même au-delà, dans un monde de relative stabilité culturelle. Ils jargonnent leur dialecte, et ils restent fidèles à un catholicisme à demi folklorique qui fait le fond de leur religiosité. Dans un tel milieu, l'irruption de la réforme protestante, elle-même basée sur l'imprimerie et sur l'alphabétisation d'un faible pourcentage du peuplement, déclenche d'effroyables réactions de rejet. On ne greffe pas impunément un cœur huguenot sur un corps qui se veut encore tout catholique. Et il faut s'attendre à des contre-coups dès lors qu'on entreprend de priver les villageois du culte de la Vierge Marie et de celui de tous les saints qui avaient anthropologisé, pour la bonne cause, les dévotions forestières et chausistes, jadis héritées du paganisme. Une réaction défensive et punitive, allergique et panique tout à la fois, parcourt donc l'organisme national, pour m'en tenir à lui, de 1560 à 1685, et cela jusqu'à l'expulsion révocatrice du corps étranger, jusqu'au triomphe final de la tradition papiste repeinte à neuf grâce à la contre-réforme, jusqu'à l'unité de foi dérisoirement retrouvée. Or, en sa première phase, de 1560 à 1595, cette réaction de rejet a été d'une violence inouïe, s'identifiant au backlash des guerres de religion et provoquant une hémorragie écodémographique de grande ampleur. Elle a constitué l'un des plus puissants stabilisateurs de notre système. Elle a brisé net l'expansion jusqu'alors incontrôlée de la Renaissance, quand les hommes se multipliaient comme rats en paille ou souris en grange. Une fois de plus, et par choc en retour, la tentative de modernisation contribuait, en fin de compte, à renforcer le caractère répressif et stagnant du système. Celui-ci sortait de l'épreuve, après 1600, couturé et laboureux, de glorieuses balafres. Mais il demeurait, en fin de compte, semblable à lui-même, aux cicatrices près. Bien sûr,
Il serait absurde, et même stupide, de tout expliquer par la guerre. Celle-ci ne fournit qu'un dernier recours. Elle est l'ultima ratio de notre système. Durant le très long XVIIe siècle, qui va de 1560 à 1715, elle n'agit cependant qu'à 3 reprises, mais qui sont coupées de phases de répit. En gros, 80 années de crise belliqueuse s'opposent, pendant toute cette époque, à 80 années de paix ou de semi-paix dans l'intérieur des frontières. Nous devons donc admettre qu'il existe aussi, à côté des paroxysmes belliqueux, une routine purement pacifique des stabilités. Cette routine-là, c'est l'épidémie pure qui la procure. Le grand livre de François Lebrun sur l'Anjou, Les hommes et la mort en Anjou, paru en 1971, a fourni, quant à ce problème, toutes les précisions indispensables. Lebrun disposait d'un cas, si j'ose dire, privilégié. Au XVIIIe siècle, époque où toute la France s'emballe dans un vaste élan d'expansion démographique qui fait passer la population du pays de 19 à 27 millions d'habitants, subsistent néanmoins quelques enclaves d'exception qui restent en proie au phénomène de stabilité. Parmi celles-ci figure la Bretagne et surtout l'Anjou, celui-ci totalement bloqué, quoique non sans ruade, au palier démographique de la croissance zéro entre 1700 et 1789. Cette stagnation ne s'explique point par la guerre. L'Anjou, très éloigné des théâtres d'opérations militaires, n'a connu, sous Louis XIV, Louis XV et Louis XVI, ni les conflits guerriers, ni non plus, après 1710, les famines. L'explication doit donc être cherchée ailleurs. François Lebrun n'a eu aucune peine à la fournir et a montré que les maladies infectieuses provoquent au tout premier chef l'inaptitude angevine à la croissance. En termes prosaïques, que survienne dans la région d'Anjou une velléité d'essor démographique et presque immédiatement, dans ce pays sans hygiène où les gens boivent l'eau polluée de la Loire, surgit une contagion de dysenterie bacillaire qui touche dans la tombe des milliers de personnes et qui casse l'expansion toute fraîche. Or, il faut bien constater, quelque respect qu'on ait pour la douceur angevine, que cette forme fruste et cruelle de régulation se retrouve dans le domaine de la démographie animale, et précisément chez les singes supérieurs, qui sont les animaux les plus proches de l'homme. Parmi des groupes de singes insulaires, étudiés par un éthologue britannique, je pense en particulier aux travaux de Chance, la dysenterie s'exalte quand s'augmentent les populations simiennes et quand se multiplient de ce fait les contacts infectieux entre individus toujours plus grouillants. La dysenterie s'apaise au contraire quand les animaux devenus moins nombreux à la suite de la toute dernière épidémie peuvent s'offrir le luxe d'un relatif isolement qui les abrite plus ou moins des contacts trop meurtriers. Du coup, croissent de rechef les effectifs simiens, jusqu'à provoquer la prochaine vague d'infection qui ramènera la situation au point initial, etc. La dysenterie, hélas, est donc aux populations humaines des pays angevins ou simiennes, des îles, ce que le régulateur à boules est à la machine de Watt. Cette prégnance épidémique aboutirait-elle à mettre en doute la théorie couramment admise depuis 30 ans selon laquelle la population urbaine et rurale de notre ancien régime était modulée par la famine? Pas nécessairement. Il demeure exact que les famines du XVIIe siècle, heureusement exorcisées après 1741, furent atroces en leur époque. Les travaux les plus récents ont pourtant l'utilité de nous rappeler que la famine ne doit pas être détachée de son contexte. En réalité, elle se comporte comme un fait social global. Vers l'amont, elle est reliée aux guerres, qui constituent bien souvent, par le paupérisme qu'elles provoquent du fait des souffrances et des impôts, la toile de fond sur laquelle s'individualise la disette. Vers l'aval, elle se relie dans le court terme aux épidémies, qu'elle contribue doublement à provoquer. Elle crée en effet pour celle-ci un terrain favorable du fait de la dénutrition. Elle dissémine d'autre part les mendiants porteurs de germes. Somme toute, la famine m'apparaît, elle aussi,
comme un recours ultime aux horreurs duquel l'équilibre démographique n'a généralement pas besoin de s'adresser, afin d'imposer de toute manière sa loi suprême. Dans les cas usuels, bien avant qu'intervienne cet épuisement famineux des subsistances, les régulateurs exogènes et endogènes, peste, guerre, épidémie, mariage tardif, se mettent en place. Ils rabotent, avant qu'il ne soit trop tard, les velléités d'expansion démographique. Ils peuvent même provoquer de violentes fluctuations dans le sens négatif. Il n'est pas jusqu'au phénomène urbain, pourtant suspect a priori de modernisme, qui ne soit mis à contribution par les forces de freinage qui entretiennent la croissance zéro. Dans un petit village de la région parisienne, au XVIIIe siècle encore, en une seule année, 142 enfants de Paris, mis en pension chez des nourrices locales, sont morts. Et voici dans ce même village un fait encore plus incroyable que me signale Marcel Lachivert. Pendant la durée d'un seul intervalle intergénésique, soit 30 mois, 31 bébés urbains furent confiés dans ce village, l'un après l'autre à un seul couple, peut-être tuberculeux, dont l'épouse était nourrice mercenaire. Tous ces petits êtres sont morts, successivement, à quelques semaines de distance. On se trouve là en présence d'un cas extrême et tératologique, d'infanticide organisé, ou du moins irresponsable. Mais cette tragique expérience survient à point pour nous rappeler que nos grandes cités à l'âge classique, si brillantes qu'elles soient, méritent quand même leur sobriquet de villes-tombeaux. Disons en d'autres termes qu'elles fonctionnent comme soupapes de sûreté pour l'essor démographique. Elles en absorbent les surplus que leur fournit l'exode rural. Elles renvoient ensuite à la mort ou à la stérilité une grosse partie des surplus en question. Elles jouent pour cela de la phtisie galopante, de l'exportation d'innombrables bébés vers les nourrices infanticides et de la non-reproduction des jeunes immigrés qui montent en graines, vouées qu'elles sont au célibat sans fin ou au mariage très tardif. Voyez le livre de Maurice Garden, Lyon et le Lyonnais au XVIIIe siècle, paru en 1970. Le tableau que je viens de présenter pourrait paraître exagérément pessimiste. À supposer, ce qui n'est pas le cas, qu'il implique des jugements de valeur. Et il est vrai que la mort, quant à la régulation des peuplements, semble bien jouer un rôle essentiel. Il est vrai aussi que les procédés plus doux de contrôle démographique, à base de contraception, ne sont guère en honneur pendant les 4 siècles envisagés. Le tabou, mi-religieux, mi-anthropologique, qui pesa longtemps dans les pays occidentaux sur le coitus interruptus, ne commence à s'effacer parmi les classes riches qu'au XVIIIe siècle. Et chez les paysans, cet affaiblissement d'un tabou n'intervient guère qu'à partir de la Révolution française, dont on sait que, de ce point de vue, elle se comporte en islam démographique. Plus importante au premier abord, quant à notre époque de référence, sont les données relatives au mariage tardif. Selon Pierre Chaunu, cette coutume constituait l'arme contraceptive par excellence de l'Europe classique. Et de fait, à condition d'être précédé par une stricte phase d'austérité préconjugale, le mariage tardif des filles, à 25 ou 26 ans, permettait d'éviter 3 ou 4 naissances. Avantage supplémentaire, une telle pratique, génératrice d'un célibat pleinement vécu jusqu'à l'heure des noces, s'accordait à merveille avec les idéologies de l'austérité puritaine et janséniste. Disponible, celle-ci fleurissait de toutes parts dans l'Europe pré-industrielle entre 1580 et 1780. Ces idéologies rigoureuses, si l'on en croit Max Weber, serviront plus tard de contrepoint à l'essor de l'esprit petit bourgeois ou capitaliste. Mais dès le XVIIe-XVIIIe siècle, faute peut-être d'un meilleur objet, elles sont utilisées sur le tas, pour justifier les chastes rigueurs que doivent s'imposer les jeunes gens, depuis la puberté jusqu'au mariage, pendant près d'une décennie de continence virginale.
Pour se marier au village sous l'Ancien Régime, il faut, en effet, semble-t-il, attendre longtemps et chastement de disposer ou d'hériter d'une maison afin de pouvoir s'y établir. Cette vision du mariage tardif est historique et séduisante. Elle se relie, nous venons de le voir, aux vieilles analyses weberiennes relatives à la personnalité austère. Elle rejoint aussi les découvertes des ethnographes et celles des biologistes, qui, sur les traces de Carl Saunders et de Wayne Edwards, rencontrent chez l'homme et chez l'animal d'innombrables mesures antipopulationnistes. Celles-ci peuvent être basées, pour m'en tenir au second de ces cas, chez les oiseaux par exemple, sur la limitation du nombre des nids. Il y aura ainsi une théorie générale des systèmes du contrôle démographique valable pour l'homme et pour la bête. J'aurais personnellement mauvaise grâce à contester l'intérêt de ces rapprochements, puisque, interdisciplinaire comme tout un chacun, j'ai tenté pour ma part de contribuer à leur mise au point. Et pourtant, les recherches les plus récentes quant au plafonnement des effectifs humains d'Ancien Régime donnent une interprétation qui diverge un peu de celle qui précède. Elles soulignent en effet le rôle des régulations par la mort, qui paraissent l'emporter sur les modes de contrôle plus intelligents à base d'austérité. Et ne parlons même pas de contraception. Voyez à ce propos les modèles mathématiques de Jacques Dupaquier qui laissent peu de place au mariage retardé comme facteur de modulation des effectifs. Les théoriciens de l'état stationnaire ont défini celui-ci comme un perpétuel mouvement, mais qui tend à ce que l'état médian et final reproduisent pour l'essentiel certains traits fondamentaux de l'état initial. Cette théorie de la reproduction vaut aussi pour notre écosystème rural. Malgré d'immenses changements parmi les superstructures, celui-ci, tel qu'en lui-même, se retrouve finalement très proche, à la veille des famines de la Fronde et de celles de 1693 ou de 1709, de ce qu'il était 3 siècles et demi ou 4 siècles auparavant, à la veille de la famine de 1315. Les paramètres principaux, démographiques, écologiques, voire sociologiques, ont oscillé entre-temps. Ils n'ont pas changé pour de bon. Plus ça bouge, plus c'est la même chose. Dans les deux cas, 1320 ou 1680, une population agricole active, dont les dimensions globales persistent à s'accrocher aux mêmes normes, gratte ses parcelles avec des techniques qui ne se renouvellent guère, et avec des rendements sans essor. Ceux-ci sont incapables d'empêcher que tous les 30 ans, quelques centaines de milliers de personnes soient victimes directes ou indirectes de la faim. Certes, le système travaille dans les deux cas près des limites de sa capacité, et dans les conditions propices aux crises de subsistance, comme aux courts-circuits microbiens. Les catastrophes écologiques qui se produisent de ce fait peuvent aller jusqu'à le ramener à sa plus simple expression, en termes de volume démographique et de surface cultivée. C'est le cas par exemple autour de 1430 et, à un degré infiniment moins grave, vers 1695 ou 1711. Mais ces avatars ne peuvent empêcher le système de se reconstruire et de se cicatriser par la suite, en vertu de ses normes antérieures et intérieures. Cette reconstruction ou renaissance s'accompagne, bien entendu, de quelques changements. Ceux-ci peuvent même être d'envergure, à la seule condition qu'ils restent compatibles avec la logique de l'ensemble. L'une de ces transformations, qui, à l'échelle de l'Hexagone, n'est du reste pas dirimante sur tous les points, concerne le secteur commercial et dominant de l'agriculture. Celui-ci, comme on le sait, est incarné par les réserves seigneuriales qui, surtout quand elles sont affermées, deviennent paradoxalement porteuses de modernisation capitaliste. La dite modification s'opère à divers niveaux. D'abord, la croissance de l'État et l'urbanisation dépouillent le seigneur d'une partie de ses rôles. Il n'est plus, bien souvent, à l'âge classique,
que le détenteur nominal d'un ban politique ou policier. Et il perd pour une part sa fonction de petit chef tribal dans le village. Ces ci-devant pouvoirs, qui étaient quasi étatiques, sont récupérés en fait par les officiers ou par la bureaucratie royale et citadine. En second lieu, la commercialisation et l'urbanisation, encore elles, accroissent le rôle de la réserve seigneuriale puisque celle-ci est douée d'excédents de céréales et de bétail, alors que les petites tenures sont vouées à l'autoconsommation. La seigneurie, sans cesser pour autant de rester elle-même, devient donc, depuis le Moyen-Âge jusqu'au XVIIIe siècle, de moins en moins féodale et de plus en plus capitaliste, ou du moins physiocratique. La réaction seigneurale elle-même, au temps des Lumières, est réactionnaire par la forme, mais rentabilisante quant au contenu. Au point que la révolution paysanne et pro-parcellaire de 1789 en deviendra, elle, économiquement rétrograde. Mais laissons là ces nuances et ces bavures. Elles sont du reste postérieures pour une part à l'objet historique que j'étudie. Dans l'ensemble, c'est toujours l'impression de stabilité, incluant bien sûr les transformations compatibles qui dominent jusqu'en 1720. Après tout, la productivité à l'hectare ne s'améliore guère dans notre période. Du fait même de cette faible productivité, les villes ont toujours exigé d'assez vastes surfaces en gros domaines et en réserves seigneuriales, afin de s'y procurer leur subsistance. Quelles que puissent être les modifications intervenues, entre 1300 et 1720, elles n'altèrent pas les propriétés du mode de production mi-parcellaire, mi-domanial qui, d'un bout à l'autre de la période, persiste à dominer notre monde agraire. La quasi-stabilité n'est pas l'immobilisme. Je viens d'évoquer certaines dérives. Mais il y a aussi les fluctuations, les oscillations purement internes au système. Après David Ricardo, Wilhelm Abel vient d'évoquer celles-ci au rythme de leurs inflexions majeures. Je fais référence à son ouvrage Crise agraire, 6e-19e siècle, traduit de l'allemand, et paru à Paris en 1974. Abel fait en effet ces délices du jeu changeant des rapports qui se nouent à travers les structures sociales entre populations fluctuantes et terres disponibles. Il nous fait donc assister à un chassé-croisé des variables, rente foncière objectivement élevée, bas salaire, parcellisation du sol au début du XIVe siècle. Remembrement des terres, salaire somptueux et semaine de 5 jours. Maigre rente qui voue les seigneurs au gangstérisme. Le tout pour la période qui va de 1350 à 1450. Repopulation, refragmentation du sol, paupérisation salariale. Prospérité rentière, seigneuriale et bourgeoise au XVIe siècle. Puis de rechef, à l'époque suivante, consolidation des salaires et des domaines, et surtout plafonnement de la rente à partir d'une date variable pendant le XVIIe siècle. Faut-il évoquer à ce propos les mouvements monétaires et l'irruption, le dessèchement des trésors du Potosí? En fait, une récente étude basée sur l'activation nucléaire tendrait plutôt à minorer cette influence de l'argent dans les ondes longues de l'économie. Quant aux innovations technologiques, elles jouent un faible rôle dans la genèse des balancements successifs décrits par Abel. Ceux-ci en effet dessinent des allers et retours, des flux de déclin et de récupération, bien plutôt qu'une croissance ou qu'une décroissance irréversible. Les fluctuations majeures de l'économie, évoquées par l'historien allemand, sont filles, dans le long terme, des grands soubresauts de la démographie. C'est-à-dire qu'en fin de compte, et toute médiation étant prise en charge, elles dérivent de la biologie et du rythme de l'agression microbienne. Elles sont modelées par celle-ci.
beaucoup plus qu'elle ne la modèle de par les effets supposés ou réels des contre-coups du niveau de vie. Elles sont donc beaucoup plus ricardiennes que malthusiennes. On me permettra sur ce point de joindre une voix aigrelette et discordante au cœur très parisien des adversaires de l'économisme. Du XIVe au XVIIe siècle, inclusivement, l'économie est servante plutôt que maîtresse, et menée plutôt que meneuse. Si importante qu'elle ait été pour le défrichement de nos études, elle s'avère en dernière analyse assez docile aux grandes forces de la vie et de la mort. Quant aux décrets de la politique ou de la lutte des classes, le moment de leur pouvoir est encore à venir, du moins dans la mesure où ce pouvoir est vraiment spécifique. Dans une telle conjoncture, ultra longue, le système est vécu comme un destin. La contestation ne fait que l'effleurer. Le tout venant des révoltes paysannes ne participe guère du modèle de lutte antiseigneuriale qu'illustrèrent pourtant la jacquerie française et la guerre des paysans en Allemagne. Les révoltes rurales, en France du moins, revendiquent surtout le bon vieux temps. Elles se dressent contre les innovations, et d'abord contre la dérive la plus scandaleuse, celle qui, peu à peu, fait sourdre au centre du système, autour d'une personne royale toujours adorée, la prolifération des offices et la fiscocratie des fermes d'impôts. Fondamentalement, la rébellion paysanne de l'âge classique, telle que la décrivent en termes différents Porchneff et Mounier, est une réaction de rejet contre un État qui s'engraisse, contre le complexe militaro-financier et contre le tour de vis fiscal. On sait qu'entre 1605 et 1690, à l'âge long des grandes révoltes, ce tour de vis fait passer les dépenses royales de 192 tonnes d'argent fin à 1050 tonnes d'argent fin, en équivalent de métal précieux. Les soulèvements précités ne mettent point en accusation les seigneurs et nobles féodaux, dont ils bousculent pourtant les intérêts à quelques reprises. En fait, ils font appel de façon régulière au leadership de ces médiateurs nés que sont, pour la communauté paysanne, le seigneur, le curé et le rabbin local. Il faudra la mutation culturelle du temps des Lumières, effectuée au plus profond des masses paysannes, parmi les provinces contestataires telles que la Bourgogne, pour que la révolte, si devant antifiscale, devienne anti-seigneuriale. Objection. L'histoire immobile, avec fluctuations lentes ou catastrophiques et phénomènes d'involution sur soi-même, que je propose dans cette leçon inaugurale, n'évacue-t-elle pas un peu vite les innovations essentielles que produit en effet la période envisagée, qu'il s'agisse des théories newtoniennes, de la nuit de Pascal, de la marmite de Papin, de la croissance d'une très grande ville comme Paris, ou des progrès de la civilité des élites incarnées dans l'adoption de la fourchette. Loin de moi l'idée de mettre en doute le caractère radicalement neuf de ces épisodes. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est le devenir, ou plutôt le non-devenir des masses innombrables. Quant aux accomplissements de l'élite, ils se situent à un niveau plus élevé, situé à part. Ils n'ont vraiment d'importance que dans les perspectives d'une bruyante minorité. Celle-ci est porteuse d'avenir, certes, mais elle ne peut encore faire basculer sur elle-même la gigantesque masse rurale empêtrée dans ses feedbacks ricardiens. Cette incapacité, cependant, ne vaut que pour la très longue période antérieure à 1720. Je m'en tiens ici aux scansions temporelles qui valent pour la France, car ailleurs, la chronologie peut différer. Au-delà de cette date donc, les forces de renouveau élitistes, qui se sont lentement accumulées au fil des siècles, finissent par faire avalanche ou masse critique. Elles emportent torrentiellement vers une croissance vraie, telle qu'on n'en avait pas connue depuis le XIIIe siècle, nos foules paysannes. Ces forces rénovatrices incluent l'État, une Église et une éducation rajeunie, plus répressive et plus efficace, une monnaie plus abondante, une noblesse et une bourgeoisie plus sophistiquées, des domaines mieux gérés, une alphabétisation partout plus forte,
une bureaucratie plus rationnelle, un commerce plus actif, une urbanisation finalement irrésistible et qui contraint les peuples, dont la productivité augmente trop peu, à engendrer de nouveaux paysans pour nourrir les citadins en surnombre. Sagesse ou folie? Tout cela, en tout cas, ouvre enfin la boîte de Pandore. Tout cela contraint notre population agricole, en son écosystème, à briser les vieilles normes médiévales qu'on avait auparavant respectées sans bavure jusqu'au décès de Louis XIV. Cette brisure vaut pour l'époque des Lumières, et aussi, bien entendu, pour la suite des temps, c'est-à-dire pour le XIXe siècle. Il y avait 17 millions de Français vers 1328 et 19 millions vers 1700. La même chose, quoi. Mais 27 millions en 1789 et près de 40 millions à la veille de la guerre franco-prussienne de 1870. Ailleurs, dans les autres pays d'Europe, les progrès s'avéraient plus rapides encore. Cet essor démographique, qui s'accompagnait de la disparition des famines, rendait nécessaire inévitablement, simultanément, une certaine croissance du produit brut agricole. Et cela, quelles que puissent être les performances accrues des transports pour les grains et pour les vivres. Une telle croissance du produit, quant aux fournitures terrestres qui se faisaient globalement disponibles, se devait, pour la bonne bouche, d'être au moins équivalente et probablement supérieure à celle du peuplement total du pays. Sur ce point précis, je me sépare donc d'une œuvre paradoxale et brillante qui m'a tant servi par ailleurs pour définir ici même l'histoire immobile. Je ne pense pas, en effet, qu'on puisse nier les progrès agricoles du XVIIIe siècle. L'une des performances les plus remarquables de l'œuvre que je viens de mentionner n'est-elle pas justement d'avoir démontré l'absence de la révolution agricole à partir des preuves minutieuses que fournissait la province même dans laquelle cette révolution avait pris place? Je vais parler de l'extrême nord de la France. En fait, à moins d'admettre, ce qui n'est pas raisonnable, que la France avait 27 millions d'habitants dès 1670, on doit concéder qu'il y a eu, sinon révolution, du moins très vif développement de l'agriculture hexagonale au XVIIIe siècle. Les travaux inédits de Madame Bolland sur les inventaires après décès démentent du reste la fable de la paupérisation paysanne au cours du dernier siècle de l'Ancien Régime. Craquaient donc les vieilles enveloppes matérielles qui, jusqu'alors, bridaient sans merci la croissance de notre Caliban national. Étaient posées en même temps les bases d'une transformation des mentalités. On s'explique mieux, de ce fait, les paradoxes de la paysannerie militante qui forment à son tour le cœur d'une minorité non silencieuse pendant les années 1780. Cette paysannerie, en effet, se régale pour la première fois des espérances relatives à l'égalité, comme à l'abolition de certains privilèges. Mais en même temps, elle se dresse, dans un ultime et triomphal sursaut, pour la défense de la propriété parcellaire, et contre les progrès de la production capitaliste qui sont incarnés dans les campagnes par la réserve et par la réaction seigneuriale. Au fond, cette double attitude du bonhomme misère possède sa logique interne. J'aurais voulu, en guise de conclusion, dire ou redire l'immense dette que pour la construction de notre objet, nous avons, nous autres historiens, contractée vis-à-vis des sciences humaines. Faute de temps, je m'en tiendrai en tout et pour tout à dissiper un malentendu. Jusqu'au dernier siècle, en effet, l'essentiel du savoir fut fondé sur un dialogue de deux cultures, sciences exactes et humanité, mathématiques et intuition, esprit de géométrie et esprit de finesse. L'histoire, bien sûr, de Thucydide à Michelet faisait partie des humanités. Et puis voici que venue
d'abord en catimini, puis au vu de tous, la troisième culture, celle des sciences sociales. Pendant longtemps, celles-ci ont fait bon ménage avec l'historien. Entre elles et lui, on notait dans la lignée de Marx et de Weber, de Durkheim et de Freud, un constant échange de concepts et de transfuges. À une date plus récente, pourtant, on a voulu nier l'épaisseur du vieux Chronos. Des procédures d'exclusion furent donc engagées par les sciences sociales qui se voulaient pures et dures contre l'histoire accusée d'être une science molle. Ce combat impliquait de la part des assaillants beaucoup d'ignorance et une certaine dose de roublardise. On feignait d'oublier que, depuis Bloch, Braudel et Labrousse, l'histoire avait effectué, elle aussi, sa mutation scientifique. Elle avait trouvé les sciences sociales au bain et elle avait pris leurs vêtements, sans même que celles-ci s'aperçussent de leur nudité. Aujourd'hui, du reste, tout semble suggérer que les procédures d'exclusion touchent à leur terme, parce qu'elles deviennent nulles et non avenues. Chacun se rend, pour finir, à l'évidence. On ne peut pas construire une science humaine sans l'épaisseur du passé, pas plus qu'on ne saurait bâtir une astrophysique sans connaître l'âge des étoiles ni l'ancienneté des galaxies. L'histoire, qui fut pendant quelques décennies de semi-disgrâce la petite Cendrillon des sciences sociales, retrouve désormais la place éminente qui lui revient. C'est qu'elle avait su s'éclipser au bon moment. Elle avait refusé d'être le discours narcissique qui s'abîme dans la contemplation de soi-même et dans les autocélébrations d'anniversaire. Tandis qu'on décrétait ça et là sa disparition, elle était simplement passée de l'autre côté du